a de la matière à discuter. Peut-être juste pour lancer la discussion, souligner que les organisateurs du colloque avaient déjà affiché, avant que j'interprète ce qu'ils ont voulu faire, l'idée que dans ce panel, on discute à la fois des attentes des financeurs, d'où viennent ces attentes, comment y répondre en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis deuxièmement, sur les usages, quel usage finalement fait-on de ce qui est produit par la recherche en sciences sociales, en sociologie et sciences politiques en particulier. Donc peut-être, effectivement, si ça vous aide à structurer vos questions ou à orienter la discussion, en tout cas, je vous le soumets et je prends des questions de votre part. Oui, s'il vous plaît. Attendez, on a un micro. Merci. Alors, vous m'entendez? Oui. Si vous pouvez juste dire... Sébastien Poulain. D'accord. Je vais intervenir tout à l'heure, je suis sur le document. Oui, pendant quelques semaines, j'ai travaillé dans une entreprise qui conseillait des plutôt sciences dures, bio, hôpitaux, enfin voilà, de la recherche un peu. Et à chaque fois, ils avaient besoin, il y avait une case à remplir, effet sur la société. Bon, la question que je veux... Et donc, voilà, tout d'un coup, ils devaient se demander, est-ce qu'il faut travailler avec un économiste je sais pas, je demande un peu l'expérience de ça, comment il y a des partenariats interdisciplinaires pour répondre à des appels d'offres. Alors, je sais plus si c'était non, je crois que c'était purement français, ce type d'appel. Mais voilà, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment purement formel ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se développent grâce à ça entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales? Simplifié. Oui, effectivement, cette question de rapport entre les exigences en matière de médiation d'une part et puis peut-être aussi des exigences qui sont également là, de faire davantage de l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est une première question. Je pense que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Sophie, pardon. Oui, oui. Est-ce que ce serait possible que chacun d'entre vous redonne quelques exemples, et en particulier, d'exemples précis, parce que l'exemple du papyrus est troublant. C'est-à-dire que si c'est ça l'exemple de l'impact, d'arriver à dire que le message de gens qui ont entendu du papyrus, c'est très troublant pour nous sur qu'est-ce que c'est que le changement social, l'amélioration, disons, sociale. On va dire que c'est améliorer la situation de quelqu'un, mais est-ce que vraiment c'est le but? Donc peut-être que ça nous aiderait pour prendre la discussion dans des termes positifs. Alors on voit bien l'idée de réunir des parlementaires, mais il me semble que ça n'est pas un indicateur de changement de réunir des parlementaires. C'est juste qu'ils vont parler, ils vont manger, mais on ne sait pas ce que ça va faire. Est-ce que vous pouvez chacun donner un exemple pour vous réussi d'un impact donc, social réussi, d'un changement bénéfique, avec dans la même idée que le bénéfique est sans doute une discussion politique, de Basic Research, si c'est possible. Yeah, it's good. One thing I probably can't do is to pick an example from what we assessed. I think, but what I can do is maybe give you an example of the kind of things I'm doing at the moment, which if I were still in the UK system, are the kinds of things that one would have a conversation about, which arise from basic research, which might be seen as a potential impact case study or impact claim. So one of the things I'm interested in doing at the moment is work which we're doing with the OECD on inclusive growth. So the OECD has a debate on inclusive growth, the idea that growth is not enough and growth needs to be rendered inclusive to citizens. And with some colleagues, I was invited into a kind of critical dialogue with them about that. So we were a kind of critical friend in a conversation about inclusive growth. One of the things that conversation has led to, and we put to them, is the idea that growth, inclusivity of growth, can't just be conceived of at a national level. It's quite possible to make your growth inclusive domestically, for every country in the world to do that, and still
globally to have less inclusive global growth. And so the conversation led to what can be done multilaterally to produce a strategy for inclusivity. I'm not necessarily saying this would be a kind of impact claim, because it depends at least on the outputs, and the outputs are not there yet. But if the OECD were to change its understanding and definition of the inclusivity of growth from one configured at a national level to one which takes greater recognition of multilateral processes and finds ways of evaluating that, and that's incorporated in the work that the OECD does, then there's some underpinning research that one can point to. There's a pathway to impact, a description of the process, the engagement, the iteration of the conversation, and there is potentially something which is documentable at the end. And in fact, that conversation is a largely theoretical one. It's a debate about methodological nationalism, that the OECD's approach is methodologically nationalist. That's problematic. Here's how it's problematic. If the OECD says, yes, we accept it's problematic, and they change their behavior, then a theoretically led and driven engagement has led to a substantive output. Maybe one other example, a very different kind. I've also been involved in a project which is on the legacy of the Thatcher governments. And this is an interesting question because it poses a problem. One of the outcomes, that was funded research by one of the UK research councils. The grant was won before I left and finished actually a couple of years ago. One of the outputs of that project was a documentary film, which the funding council helped us produce, helped fund, and that's been, I mean, it's won films at film festival awards and things like that. But it's actually very difficult to make a kind of impact case around that, because it's very difficult to document the effect of the documentary film. It's, in a sense, it's dissemination, maybe communication, but it's not necessarily impact, because it's quite difficult to document the change. Now, it might count as impact in some systems, because actually it might be that actually the dissemination and communication is sufficient to be seen as impact. But I think actually that's maybe more problematic. But both of those, I think, are examples of the kinds of conversations that British departments have at the moment when they think about how to put together an impact case study. Yeah. Est-ce que Paloma ou... So actually, I like to put together two examples. One of them comes from the public health program, second public health program, and the second one from the H 2020. They are different examples, but I think it illustrates your point. So on the second public health program, there was this research done by the Irish Cancer Society, and they were evaluating, Ireland, as you know, is the first country that introduced smoke-free workplaces, and they were evaluating the consequences that the ban had on the society. And so they did research from the top of my head, I think included the behavioral change, the industry reaction, the media reaction, the health gains, and so on and so forth. Okay, so it was a fairly complete research that was financed by the second public health program. And then this research was picked up by the NGOs, which were also financed by the second public health program. And this research was translated into a series of policy documents, which was shared in cascade, like using multipliers through all Europe. So I'm not saying that the smoking bans that came after the Irish ban are actually directly appointed or attributed to NGOs, but they did have quite a substantial influence in there. So after the national government started introducing smoking bans, the European Commission produced the green paper on smoke-free workplaces. So it actually came after. Okay, so the evolution of the health gains out of the smoking bans, the smoke-free regulation, smoke-free workplaces regulation, is evolving, is huge and evolving, and I think there's a very clear impact on the benefit of society in terms of health. Okay, so that's one. And the other one, I'm mentioning this, I kind of like this project, it's very special. It's a project on social science mixed with
psychologists and psychiatrists. I know that social scientists don't like mixing things, but okay, so this project is called RECRIRE, Representation of the Crisis and the Crisis of Representation. So they just finished their study. What they intended to do is to see how the European crisis had affected the cultural symbolic universes of people. Okay, and the end aim is to see how a policy could penetrate into society depending on their symbolic universes. Okay, so each of us, we have a symbolic universe. You are French or from Bordeaux, you are maybe also European, you have your own values, your own system of values, and so on and so forth. So this project categorizing the symbolic universes of Europeans into different categories. Okay, so the initial objective was, as I said, to see how better targeted the policy into penetrating into the European society. But the one of the impact that I actually had, well, it's not impact yet, but it will be serious impact, I think, is that in the Brexit vote, please correct me if I'm wrong. They were trying to find out how a person would actually vote stay or leave, and they were using socioeconomic indicators. It seems that the death penalty was one of the best indicators to actually determine whether a UK citizen will actually vote in or out. So this study, the RECRIRE study, introduced the concept of symbolic universes into the economic indicators. So they put all together. By putting all together, they did the research. They tried to find out how this will determine the votes of the UK citizen, and they found out that with the socioeconomic indicators, they could predict 40% of the votes whether they will stay in or out, and with the socioeconomic indicators and the symbolic universes concept, it will be 100%. So it's got huge implications, I think, in the future. So if you actually can predict so much with this new theory of symbolic universes, how can be used, for the benefit of society? How can you actually try to change one person from one symbolic universe to another? How can the effects they will have on populism ideas, hoping, of course, that this research can be used for the good of people and not for the wrong of the political parties, but that's maybe another story. Merci. Juste pour revenir sur Paléocoran, c'est vrai que cette question-là est plus anecdotique qu'autre chose. Je pense que l'impact qu'on peut espérer de ce projet, il est plus dans la déconstruction de la construction du texte coranique, ce qu'on a fait aussi pour les études bibliques il y a plus longtemps. Et là, sur ce cas précis aussi, sur le fait que voilà, on peut recopier un texte coranique sur un texte biblique chrétien. Et donc, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les questions de religion et d'islam aujourd'hui. La vraie difficulté, en fait, c'est de pouvoir suivre l'impact sur le temps, parce que l'impact, il ne va pas être immédiat, effectivement, quand les parlementaires se rencontrent. Quand est-ce que ça va produire ses effets ? Difficile à mesurer, surtout pour nous, agences de financement. Ça veut dire garder le lien avec les porteurs de projets, avoir ces choses à l'esprit. Il faut que les porteurs de projets pensent aussi à nous mettre au courant des évolutions plus tardives, etc. Bon, je vous l'ai dit, l'ANR est vraiment, n'en est qu'au balbutiement, même si l'injonction du décret date déjà de 2014, mais on n'en est qu'au balbutiement dans cette politique. Peut-être, j'ai quelques exemples là qui me sont venus à l'esprit. Un projet sur la gestion des risques de crue sur le Rhin, projet franco-allemand qui a permis, dont les résultats ont permis de remettre à jour les plans de gestion, et notamment parce que le projet était très très interdisciplinaire
y compris avec un volet historique qui a permis de mieux montrer les évolutions du fleuve et donc peut-être d'élargir les zones de risque ou les réduire à certains endroits. Et après, alors il y a aussi sur l'impact, il y a effectivement ce que le projet va diffuser et ce que la société va être prête à en récupérer. Enfin, il y a pas mal de projets sur les questions de délinquance. Les chercheurs qui portent ces projets interviennent régulièrement dans les médias, voilà, rétablissent certaines de leurs vérités entre guillemets et font part de leurs observations. Est-ce que la société est prête à les entendre? Est-ce que les politiques sont prêtes à les entendre? C'est une autre question. Et je pourrais prendre le même type d'exemple sur quelque chose sur le rapprochement des fiscalités au niveau européen. D'un côté, autre projet franco-allemand, du côté allemand, il y a une interaction forte avec le ministère des Finances, alors que Bercy, par rapport aux porteurs français, est plutôt réservé. Bon, voilà. Est-ce qu'à terme, justement, ça va aboutir à quelque chose? On espère que oui, mais voilà, c'est aussi la société où les institutions sont-elles prêtes à récupérer ces produits de la recherche. Peut-être sur la question de l'interdisciplinarité qui a été évoquée tout à l'heure. Si du côté de l'ANR, bon, je suppose que c'est pas loin, peut-être, je ne connais pas les chiffres sur AG20, mais il y a en gros le dépôt sciences humaines et sociales, il était concentré, enfin, on ne va même pas dire qu'il était concentré parce qu'il était quasiment égalitaire entre le défi SHS, ou l'ex-défi SHS, et tous les autres défis. Avec 3 comités à l'interdisciplinarité affirmés avec vraiment on va dire une égalité dans les membres du comité et des projets, 3 comités interdisciplinaires institués, un sur la santé publique, un sur le numérique et un sur les interactions homme-environnement. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de SHS dans d'autres comités qui seraient très environnement ou très biologistes. Après, la difficulté, et c'est aussi sans doute, c'est la même problématique un peu sur AG20, quand un appel à projet fait mention de la nécessité d'avoir un ou plusieurs SHS, ou un volet SHS, on va dire. La difficulté, c'est de ne pas être la caution, justement, d'affirmer et d'essayer d'infléchir un peu les méthodologies, les questionnements, etc. Après, ça va voir avec la pratique de l'interdisciplinarité. Et dans certaines équipes, ça va être le cas, dans d'autres, beaucoup moins. Les projets de santé publique, pour avoir des épidémiologistes qui sont très ouverts face aux sociologues de la santé et d'autres qui vont les prendre de très haut. Ça. Merci beaucoup. Donc, deuxième vague de questions. Donc, j'ai déjà Magali de la Souda, puis Yves Deloy. Oui, alors moi j'avais une question sur en fait, l'évaluation de cet impact sociétal, et je vous fais 2 anecdotes. La première, c'est moi j'ai déposé à l'ANR chaque année des projets. Je suis spécialiste du genre, des mobilisations religieuses, la citoyenneté, Manif pour tous. On fait une grosse équipe avec tous les spécialistes de ces questions-là. On ne sait pas qui nous a évalués, puisque tout le monde était en conflit d'intérêts, donc ça c'est le premier point. On a des 3e couteaux. Et puis, impact sociétal, on nous répond que c'est nul. Sauf qu'après, on a eu François Fillon, on a eu des recompositions des droites auxquelles personne ne s'attendait, sauf nous, puisqu'on avait quand même un travail de terrain qu'on pressentait. Donc, impact sociétal, comment peut-on l'évaluer en 2013 quand on nous dit « oui, toutes les mobilisations, c'est fini, ça n'intéressera plus personne ». Voilà, premier point. Et deuxième exemple, toujours sur ces thématiques-là, un projet sur la question des approches territoriales des radicalités politiques et religieuses, pour essayer de comprendre comment, on a ces phénomènes
de politisation d'identités religieuses ou politiques, notamment dans les zones rurales. Là encore, impact sociétal mauvais, mal évalué. Et puis, les élections locales arrivent et qu'est-ce qu'on voit? Une montée du vote FN dans tous les... donc ça, c'était sur la Nouvelle-Aquitaine et notamment en Gironde, dans le Blayais, dans le Médoc. Là encore, on se demande pourquoi. Voilà, quand on propose des sujets comme ça, c'est des choses qui... comment c'est évalué, en fait? Parce que nous, on pressent bien qu'il y a un impact, on pressent bien que ça va avoir des effets. On voit les choses, on formule des hypothèses, mais après, dans notre impact sociétal, c'est jamais pris en compte. Donc, comment vous déterminez ça? Très bien. Donc Yves Dallois et puis la personne devant. Oui, merci. Je n'ai pas de compétences particulières à intervenir sur ces thèmes. Je voudrais juste faire l'écho effectivement de la spécificité peut-être de l'objet politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on dissémine de la même manière l'objet qui est celui de la science politique par rapport à d'autres objets des sciences sociales? Je peux prendre un exemple récent. Des collègues qui appartiennent à Sciences Po Paris ont travaillé dans une note tout à fait, je dirais, accessible au commun des mortels, c'est-à-dire à tous nos politiciens, sur l'effet que pourrait avoir la diminution du nombre de parlementaires sur la dynamique démocratique de la société française. On sait que c'est l'un des projets du président de la République que de réformer nos institutions et de diminuer notre nombre de représentants. Et il conclut, ses collègues, que de fait, la diminution mathématique du nombre, je dirais, de parlementaires ne change rien à la densité démocratique de notre société. Au contraire, d'une certaine manière, c'est pas probablement là qu'il faut agir si on veut démocratiser. Bilan des courses, cette note publiée sur tous les sites qui vont bien, envoyée, j'imagine, à tous les acteurs politiques qui décident, ne produira strictement aucun effet, aucun impact, puisque il a été décidé par ailleurs qu'il était bon de diminuer, pour d'autres raisons, le nombre de parlementaires. Donc, ce qui veut dire que là, on a une démonstration scientifique qui paraît plutôt robuste, qui au demeurant est à peu près confirmée par toute la littérature qui existe sur ces questions-là, qui donc, d'un point de vue scientifique, nous rapproche de la vérité, de l'idéal durkheimien évoqué sur la slide qui est affichée ici, qui a donc un impact potentiel, sauf qu'évidemment, compte tenu de la spécificité, pas seulement française, j'espère, je ne sais pas, là, je vous laisse choisir, de la césure entre le monde des décideurs politiques et le monde, je dirais, de la science politique. On a beau essayer, je dirais, d'aller vers effectivement des propositions, de les disséminer de la meilleure manière possible, à un moment donné, il y a une sorte, je dirais, de paradigme d'impossibilité du fait, effectivement, que les décideurs politiques ont des rationalités qui ne sont pas des rationalités, je dirais, qui sont celles des scientifiques les plus accessibles à l'idée d'impact. Je ne dis même pas, évidemment, de ceux qui ne sont pas accessibles à l'idée d'impact. Merci beaucoup, Yves. Au fond, la troisième question. A question to the European Commission's representative in English, if that's possible with everybody. I wanted to ask you exactly how determined President Juncker is in putting a very strong emphasis in research and development at a European scale, meaning having European research teams, European very strong funding for different schools, and European projects. So I just wanted to know, like, in a 5-year time frame, because that's when I'll be starting my PhD, will I be able to apply for European funding, and how important that will be? Thank you. Donc sur ces trois questions, donc je repasse la parole à qui. Okay, lots of good things. I will be trying to be very brief, and I'll maybe link them around the question of the specificity of the impact question or problem, if you like, for
for a political scientist, political analyst. I mean, I think it's actually more general than that. I think it's actually the problem, or not the problem, but the specificity is one for the social sciences, and it's something that was much discussed in the context of REF, because obviously REF was the first time this was done. It's maybe worth explaining that each of the sub-panels, I was the chair of the Politics and International Studies sub-panel, was part of a wider panel. There was a social sciences panel, and the social sciences panel on which I sat spent a lot of time at the beginning of the process talking about exactly this question. I think there is a specificity, and the specificity is in part about the fact that there are some audiences for whom, I mean, if you like, it's quite easy for us to generate impact, and there are other audiences which may be our target audiences where it's much more difficult to demonstrate and to document an impact claim. And our aim was to try to encourage the latter, not discouraging the former, but try to sort of put both on an even kind of playing field. So in a sense, what I mean here is that if you turn up to with a bunch of political elites and you tell them what they want to hear, then you might be able to take the credit for having told them what they wanted to hear. You haven't really convinced them of anything very much, but there's a documentary trail. You can show when you met them, you can show what they said they were thinking beforehand, you can show what they said they were thinking afterwards. You can say, I'm responsible for that effect. And it's easy to document, and we got lots of case studies of that kind, some more credible than others, some more highly scoring than others. What we wanted also to give credit for on an even playing field was the rather more difficult task of telling political elites what they didn't want to hear, when they're much less likely to change their opinion on the basis of having done that, and yet it was a publicly valuable thing. And so the argument was, because it was publicly valuable, there was a public good. So the claim that you have to make is one in terms of, was the public good that you claim delivered, and to what extent can you document that claim? That claim is difficult to document, but I think we tried to even the uneven methodological playing field in terms of that as much as possible. That said, I think we still got, as it were, many more, as it were, conventional impact case studies as we got those kind of critical ones which we were seeking. So I hope there will be a continued reflection on that. But the fact of putting all of these impact case studies in the public domain means that there are plenty of cases in the public domain of impact of that more critical kind being well documented, and I hope people will learn from that. So I think there is a specificity, but it's maybe broader than just political science, but it's particularly acute in political science. Final point on that, I mean, it kind of helped me in a sense. In the end, I had to try and defend our panel's decisions, which on impact looked more generous than some of the other panels. One of the ways in which I did that was arguing that our discipline, if you like, has had a very long and established reputation of either holding truth to power or telling the powerful what they want to hear, but a combination of those kinds of things, and it's not terribly surprising that a discipline like that should actually be able to document the kind of evidence that it's established, because it's been doing it for a very long time. So the specificity is a key issue, I think. Yeah, thank you. So I'll try to answer the second question. I think it's very interesting what you said, and it's totally right. So science to policy is a very complex, very complicated type of science. It's actually become a science. So if you are trying to pass on your message and that message is contradictory to the values and principles of the policymaker, your research is not going to be heard. I've seen this several times with several of the very, very social projects that we have, like for instance, the social investment projects, where the agenda is very, very social. And if they go to the regional parties, which are, imagine in Belgium, the Vlaams Belang, so very right-wing parties, the research is not going to be heard. So it's not only the effort of everyone in the project, it's also a question of the contextual situations. Okay, so there is a lot of communication to be done in there, and a lot of fine-tuning. As I said before, it's not telling the politician what they need to think, but how they need to think. And into this, I will just link it to the project that I was mentioning before, is these symbolic universes, which is applied to this society. But if you look really into it,
symbolic universe of the policymaker is also in there. So how the policymaker perceives the information they receive and how they put it together and channel back into society. So it is a very complex thing. The added value of a European project, for example, is that even if some regions or countries, this part of the research will not be channeled, in other parts it will. And it does sort of, that's kind of best practice situation where you can actually see how it worked in another areas, and then it will be evaluated positively and back into the original place where you wanted to put it. So it's called the European added value, and it's something that is very interesting in this type of situations. Concerning the third question, what European funds in research and innovation are increasing. It is fantastic, actually. You saw the 9th framework program was presented last week with an increase of 20 billion euros in research. So it is taking into consideration the situation that it is at the moment in Europe, taking into consideration the Brexit situation. It is quite a fantastic result. So there is a lot of hope on research and innovation. Europe is actually one of the main producers of publications, but it's actually one of the countries that has the less science to market. So there's a lot to be done in terms of into economic growth based on innovation. So there's high hopes if you want to work in research, and innovation is really the right time. Merci. Donc, positivement, Bernard. Bon, je vais répondre sur la question de l'ANR. Alors, première précision, peut-être aussi pour déconstruire des images qui peuvent encore circuler, l'ANR n'intervient pas dans la sélection. Donc, on n'a aucun moyen de préempter, barrer un projet. La sélection est effectuée par les pairs. Après, plusieurs facteurs peuvent expliquer ça, et c'est pas un cas unique, hein, c'est un cas classique. Je vous rappelle que les taux de succès en SHS en 2017 dans l'appel à projet générique variaient entre de mémoire 12,8 et 15,4 en fonction des comités d'évaluation que choisis. Dans certains programmes internationaux, ça peut être davantage, hein. Je ne vais pas faire de la publicité, de l'autopublicité pour mon programme franco-allemand, mais on était à 25% l'année dernière. Tout de suite, vous avez cette question, elle est déterminante et essentielle, hein. Quand vous êtes à des tels niveaux de financement, il y a forcément beaucoup de casse. Comment l'éviter? C'est compliqué. Alors, il faut effectivement bien comprendre le processus de sélection. Si votre proposition a été éjectée lors de la première phase, sachez que l'évaluation de la première phase, elle s'est faite par le biais de comités sans expertise extérieure, sauf cas exceptionnel. Donc, vous avez affaire à des généralistes, des gens sans doute de votre discipline, mais des généralistes. Est-ce que votre recherche, qui peut être une recherche de rupture, peut-être trop en avance, ou n'a pas été bien comprise, c'est ça qu'il faut défendre, et il faut bien avoir conscience que vous allez vous adresser à des gens qui peut-être ont des a priori sur un sujet, un domaine donné. Si je fais juste une parenthèse, sur mon propre sujet de thèse, mon directeur à la fin de mon DEA m'a dit franchement, au début j'y croyais pas du tout, hein. Je disais qu'il n'y avait rien à faire, que tout avait été fait. Bon, voilà, donc il y a un travail de persuasion à faire, et effectivement dans l'écriture de la pré-proposition, sachez vous adresser à tout le monde, à la fois aux spécialistes et surtout aux non-spécialistes, surtout lors de cette première étape de la pré-proposition.
Sur la deuxième étape, comme il y a des experts externes au plus près des thématiques, il y a un peu moins de risques, on va dire. Mais ce positionnement est quand même obligatoire parce que dans un comité, c'est un comité pluridisciplinaire, il va falloir accrocher les autres membres. Et toujours bien avoir à l'esprit que voilà, vous déposez à un moment X, qu'il y a un contexte. Le contexte, c'est les autres projets et que le classement est relatif. Donc effectivement, vous êtes dans une situation de compétition par rapport aux autres. Et c'est le cas notamment des resoumissions. Hein. Si vous échouez, vous resoumettez. Souvent, les personnes que j'ai au téléphone me disent « Bon, voilà, on a pris en compte toutes les remarques des évaluateurs, on a retravaillé, on pense que ça devrait passer. » Aucune garantie. Les membres de comité changent, la constellation change. Il se peut que la seconde année, même si vous aviez été très très proche sur une liste complémentaire, par exemple l'année N, l'année N+1, finalement la constellation est complètement différente et que votre projet il ne sera même pas sur la liste complémentaire. Donc il y a ce côté relatif qui est important à avoir à l'esprit. Alors voilà, c'est toujours difficile d'essayer de trouver des raisons à l'échec, mais il y a quelques raisons qu'il faut peut-être avoir en tête et persévérer, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'on déborde trop sur des questions qui dépassent l'impact, mais peut-être juste pour prolonger la question de Magali, si j'ai bien compris, c'est effectivement c'est la crédibilité de ce qu'on dit en termes de l'impact que le projet va avoir. Donc là, peut-être vous pourrez revenir là-dessus, parce que Colin, il a beaucoup parlé de qu'est-ce qui est crédible comme effectivement quelque chose qu'on projette, un claim, donc peut-être sur la crédibilité. Et puis ma deuxième question, avant d'ouvrir vers la salle, c'est effectivement, Paloma a dit dans son exposé que si vous pouvez effectivement associer les parties prenantes au projet, il est plus probable qu'on peut avoir un impact sur eux. Oui, mais sauf si, effectivement, vous travaillez sur des sujets, ça a été évoqué, où il y a clairement de la domination et vous cherchez à impacter sur des dominants. C'est très difficile de les associer pendant le projet et puis pour qu'ils vous écoutent à la fin, il faut vraiment presque un miracle. Je pense par exemple à des recherches qu'on a fait sur le rôle des pesticides dans la viticulture. Il est clair dans cette région-ci qu'il y a une espèce d'omerta de la part du CVB, c'est-à-dire l'instance de gouvernement des vins de Bordeaux. Effectivement, on a voulu les associer pendant le projet, ils n'ont pas voulu. Et donc, on ne devrait pas s'étonner qu'ils ne voulaient pas non plus entendre les résultats de la recherche. Mais ça, c'était plutôt une transition vers plus de questions de la salle. Oui, Agnès. Le micro arrive. Je voulais revenir un petit peu sur, dans la tonalité en tout cas, sur la question de Yves ou de Magali. Évidemment qu'associer des partenaires de l'univers non académique à nos recherches, diffuser, disséminer, avoir constamment en tête en quoi la recherche qu'on mène peut avoir une utilité, en effet un impact, c'est une chose excellente. Ceci dit, la manière dont on nous demande de réfléchir à ça lorsqu'on fait des projets de recherche est quand même, je trouve, très très complexe en fait pour les chercheurs. Parce que on a des univers symboliques, on a aussi des résultats de recherche précédents, donc on a des prises de position en fait, en tout cas en sciences sociales, vraiment de manière évidente, et que notre vision, Sophie disait tout à l'heure, de ce qui est un bénéfice pour la société n'est pas forcément celle que nos lecteurs, nos évaluateurs auront. Donc ça c'est très compliqué déjà, parce que je ne sais pas si on veut... moi j'appartiens à une sociologie qui a
qui est tourainienne au fond dans son histoire. Si on se dit l'impact que je voudrais avoir, c'est d'améliorer la potentialité de conflictualité sociale d'un groupe, je ne suis pas sûre que mes évaluateurs jugeront que c'est un impact positif. Donc ça, c'est un premier souci, c'est-à-dire qu'au fond, quand on écrit en direction des évaluateurs, on est dans une sorte de cachotterie, parfois, d'hypocrisie, voilà, parce qu'on anticipe l'attente qui pourrait être celle voilà, de notre projet. Donc c'est quand même assez compliqué de faire ça. Et la deuxième chose, mais en fait c'est la même, c'est que ça n'aide pas le chercheur, parce que quand on a des hypothèses, je ne sais pas, un peu fortes, ou dont on peut penser qu'elles sont un peu bousculantes, si je puis me permettre ce terme, potentiellement, donc ça c'est la vraie pensée du chercheur. C'est ce qui l'aide à réfléchir, c'est ce qui l'aide à tenir compte de ses résultats antérieurs pour se projeter dans les nouvelles recherches. C'est ce qui fait le jeu aussi, l'aspect aussi un peu ludique d'une recherche et de la curiosité intellectuelle qu'on peut avoir, c'est notre vraie pensée. Mais on n'a pas souvent l'impression que cette vraie pensée peut s'exprimer par l'écrit dans un projet à destination de financeurs. Donc la dissémination, elle intervient là aussi, je trouve, pour les chercheurs. Il y a un côté un peu schizophrénique, quand même, à devoir dissimuler parfois sa vraie pensée et sa vraie curiosité intellectuelle, parce qu'on suppose, alors vous le disiez très bien à propos de l'ANR, que comité généraliste, etc., on suppose qu'il faut être beaucoup plus prudent que ça. Et donc il y a deux registres d'expression de sa pensée intellectuelle, un qui est sincère et l'autre qui ne l'est pas. Et l'insincérité conduit à quelque chose qui est désagréable. Et puis il y a une espèce de formalisme, au fond, finalement, très très prudent dans ce qu'on fait, de relative standardisation. Et je trouve que c'est d'abord un travail supplémentaire par rapport à nos processus de pensée, et que c'est pas spécialement plaisant de faire ça. C'est moi une question qu'une remarque, c'est-à-dire quand il faut penser à impact social, et, voilà, dans un registre de langue qui parfois pour moi est insincère et donc difficile à tenir. Merci beaucoup. Merci aussi de parler avec les tripes, c'est bien. Une question, Paul? Je suis désolée, je pose une deuxième question, mais c'est parce que j'en ai beaucoup. Moi, ma question, c'était est-ce que des fois, l'image des sciences sociales pour le commun des mortels n'a pas été entachée par justement cette volonté un peu à tout prix d'impact? Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur la société qui sont devenus conseillers du prince ou qui sont allés dans les médias et tout ça, justement dans cette dynamique de recherche d'impact, qui se sont un peu comme Icare, ils sont allés trop près du soleil et du coup ils sont retombés. Donc je vous pose justement la question, c'est est-ce que les sociologues se sont pas fait mal des fois en faisant ça? D'autres questions là, Sophie, et puis on va revenir vers les intervenants. Je ne sais pas très bien comment le formuler, mais c'est un peu une réaction à une des choses que Colline a dites à un moment. Si je comprends bien en fait cette histoire d'impact, il y a une espèce d'échange ou de négociation politique entre l'univers de la recherche et l'univers du politique pour continuer à être financé sur des recherches fondamentales. Pauline, c'est ce que j'ai compris, et j'ai l'impression, Bernard l'a dit différemment en disant, bon, c'est quand même le ministère, la tutelle, l'ANR n'intervient pas sur... Bon, et donc, or, si on vous écoute, quelque part, notre impact serait réussi si on arrivait à faire changer ce que les politiques ont dans la tête. Donc c'est comme si finalement on arrivait à les convaincre de nous donner de l'argent et que nous on détournait finalement leurs attentes, parce que quand on lit, alors à un moment je lisais avec passion ce que le ministère français produisait en termes justement d'affichage de nos programmes de recherche pour les radieuses années qui nous attendent, et quand même grosso modo ce qu'on demandait au SHS, c'est d'arriver à convaincre l'opinion que les réformes qui se préparaient étaient les bonnes pour elle. J'exagère, mais pas beaucoup quand même, hein. C'était ça, ou alors on pouvait faire du tourisme dans les sciences sociales. Donc c'était vraiment assurer la possibilité des réformes. Donc on avait l'impression que les politiques avaient pour nous un projet très clair, qui était l'impact devait être justement de rendre bénéfique ce qu'on nous préparait d'être comme politique.
Et c'est à vous écouter, on a l'impression que c'est l'inverse qu'on doit faire. C'est-à-dire convaincre les politiques que les politiques qu'ils ont préparées pour nous, ici à nous, on ne sait pas qui c'est, en fait ne sont pas bonnes et qu'ils devraient les penser autrement. Voilà, je sais pas si j'ai raison de dire ça comme ça, mais je trouve qu'il y a une espèce de cercle un peu malicieux où je ne suis pas sûre que finalement on gagnera à penser qu'on peut les convaincre. Et voilà. Qui veut commencer? Allez, Colin. Very happy to. I will try and be brief, but there's an awful lot of very interesting and very important things in this. Maybe let's start with the final one. I mean, the first thing I would say, I mean, REF, in a sense, is a different process from some of the other processes we're talking about here, because, if you like, the deal that was struck, in fact, with the government was that the definition of impact would be a peer-defined academic definition of impact, which means it's very, very broad. I think it's much broader than the definition of impact that one sees, for instance, from the research councils in Britain. I won't talk about the research funders here, but the research councils in Britain, because they say your impact has to be with respect to the things that we wish research to be funded to achieve. That means that it's much more, in one sense, mainstream in terms of the variety of impacts that are sought. The definition internal to the REF process that I was part of was trying to prevent that being replicated in REF. And because it's a retrospective evaluation of impact too, it's for the researcher in some sense to say this is the impact that we're seeking, and then in a sense we gauge the impact, how credible the claim to generate impact was vis-a-vis the claim that was made. But we were striving very hard, maybe not entirely successfully, we were striving very hard to have as plural and as multiple and as broad a definition of impact as possible. So it wasn't just about whether you changed elite political opinion, you might be seeking to change the strategies that the trade unions deployed in lobbying the state or whatever, and the claim would be that you help them better achieve their goals. That was your impact. That was a public. It was a benefit as defined. It was an impact as defined within REF. If you could make a credible claim to that, then that could easily be a 4-star kind of a case study. So, I mean, in one sense, I think our task was a bit easier because we weren't having to accept someone else's definition of impact, or insofar as there was a definition of impact, it was a very broad one. There's an interesting additional element to that. When impact was first talked about, it was the UK Treasury that put it on the table, and what they wanted was a definition of impact which was economic benefit. And there was a long, that was before I was involved in REF, but it got broadened to societal benefit. That transforms completely, I think, the scenario, and that definition has been retained. So I think that's very kind of good news in a sense. Just to return to the question about credibility, and I think that's very. I mean, the whole conversation is very difficult. The key thing I think is that credibility is not an objective judgment. There is no objective way of saying this is a credible claim. I think what we were seeking to do, remember we were doing this retrospectively, is essentially to say, is the description of the process which generated the impact, does it sound realistic? Does it sound intuitively plausible? Is it a fair representation of what happened? And has the evidence that could be provided been provided? Now, in some cases, it would be impossible to provide the evidence, and therefore you have to judge the credibility in the light of the knowledge that the evidence isn't there. It would have been a separate research project to accumulate the research to document the claim. But in other situations, what you get is a story which says, we did this, undocumented, it produced this effect, undocumented, and both of those effects could have been documented easily, and therefore that was a less credible claim. So that's kind of how we judged credibility in the end. Doing it prospectively is rather more difficult. So essentially what you're judging is the credibility of the claim that this might generate impact of a certain kind. But it does strike me at that point, there's one thing which is a little bit easier, which is typically you're saying,
is the project team engaged in research which is, have they thought about this in terms of appropriate strategies of dissemination? I mean, actually what the dissemination produces is something that you really can't anticipate, I think. And so actually, when you're applying for research with an impact claim, I think it only needs to get as far as dissemination. If you're evaluating it afterwards, I think it needs to be more than a dissemination claim. I think that's an important difference. Yeah. There's a lot of interesting questions to answer. So just starting with Sophie, maybe when a policymaker needs to answer a policy question, they will use a call for tender. This is a different instrument of what we use in here, in this call for proposals. It means that it's open. It's open for the researcher to, within the framework, which is the call, to respond to the question with their own thoughts. So it joins the first question. So you can write your own thoughts, because your own thoughts will be evaluated by researchers. It won't be evaluated by the Commission functionaries. In fact, they are very, very far from the evaluation process, really far, in another building. So if you have a true research question, but is outside of the box, you have all the freedom to put it into the proposal, because it's like colleagues of yours that actually will look into your questions, okay, and they will escort into the different levels, which is one is excellent science, the impact and the implementation of your project. Okay, so the question from Sophie seems to imply that impact is only political, which is not. The impact, main impact is for society, it's for the benefit of society. The political impact is only because this policymaker at one point will do a policy, and this policy will have a positive impact on society, or they hope it will have a positive impact on society. So it all comes back into the same point, having a positive impact on society. And if the commissioner goes around and wants to communicate about H2020, he's not going to go around saying, oh, this project actually contributed to this policy. Okay, maybe it will at one point, but what it will make, the interest that it has is saying the European funds has discovered this, or has produced this, or has contributed to this health benefit, or is got a new treatment for cancer, or is got so this is what the commissioner, or what the project is about. It's about the real impact and the real benefits for society. Merci beaucoup, Bernard. Et puis, sauf s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, je pense qu'on va prendre la pause après. Merci. Je vais peut-être commencer par la dernière question de Sophie. Oui, alors, peut-être pas justifier les futures politiques publiques, mais au moins les éclairer. Ça, c'est clair que au ministère de la Recherche, c'est un des buts. Bon, je ne vais pas parler à leur place, mais d'après ce que j'en sais, j'en comprends, bon, de toute façon, ça se voit aussi, hein, les questions de radicalisation, de sécurité, de numérique, d'intelligence artificielle, mais aussi de l'agenda sur les SDG, hein, Sustainable Development Goals. Et c'est pas seulement l'environnement, il y a dedans tout un volet social sur la pauvreté, le bien-être, etc. Donc c'est assez large finalement. Je veux dire, je pense que dans ce cadre-là, on est un peu sur la même optique que la Commission par les défis H2020. Hein. Si on regarde concrètement là sur la programmation encore du dernier programme cadre sur le défi SHS, hein, les trois grands thèmes, c'est migration, transformation liée à l'évolution des transformations du monde du travail et surtout liée au numérique, et gouvernance qui est un peu plus pêle-mêle entre les questions de populisme, de démocratie, aussi de radicalisation, de sécurité par rapport à la radicalisation.
Donc on est, je pense que tant au niveau national que sur le plan européen, on est sur une volonté d'éclairer les politiques publiques. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est clair que c'est un autre débat. Peut-être que, effectivement, ce que vous voyez, ce qui vous paraît contradictoire, n'est peut-être explicable du fait que ce sont deux logiques différentes. Hein, mais c'est vrai que sans doute aux chercheurs d'amener justement d'amener ce côté d'importance de la médiation qu'on peut et de tout ce que la recherche peut amener pour faire évoluer certaines choses. Sur la schizophrénie par rapport à l'évaluation, je pense que Paloma l'a mentionné aussi, on est dans la même logique, comme je te disais tout à l'heure, l'ANR n'intervient pas. Bien sûr, elle fixe le cadre. Après, ce sont vos collègues qui vont vous juger. On est dans un processus d'évaluation. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on présente un dossier de maître de conf, de prof, etc. Vous allez vous retrouver face à un panel de collègues. Les uns vont peut-être être de votre école, les autres de farouches opposants. C'est délicat. Peut-être, effectivement, soyez vous-même. Voilà. Et après, tout en mesurant les conséquences, est-ce que il y a peut-être une question de ce qu'on est prêt à faire pour accéder à un financement ou pas. Après, je pense que, enfin, voilà, est-ce qu'on est prêt à se travestir? Après, je pense que bon, l'ANR a financé des recherches dans toutes les écoles de pensée, on va dire. Peut-être pas forcément au moment X, etc. Ça tient aussi aux membres des panels d'évaluation. Hein. Après, c'est une question de chance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a cette question du contexte. Elle joue énormément. Hein. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va clôturer cette séance. Donc, je remercie vivement des intervenants et le public qui a été très actif.